femmes. Donc, je vais vous présenter. Vous êtes Edith Akiki, vous êtes ingénieure climat, spécialiste en bioclimatique et en stratégie énergie-carbone. Donc, vous êtes sociétaire et co-gérante de la SCOP Tribu. Donc, au sein de ce bureau d'études depuis 1992, vous avez eu l'occasion de participer à l'essor de la démarche environnementale en France. J'en profite pour vous présenter aussi. Vous êtes Bertrand Paulet, donc vous êtes paysagiste concepteur. Vous avez fait l'école supérieure du paysage de Versailles. Et donc vous avez travaillé avec Catherine Gustafsson avant de rejoindre le bureau des paysages d'Alexandre Chemetov et en 2000 de créer votre propre structure. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Et vous êtes paysagiste conseil de l'État, actuellement Andréal Grand Est. Voilà, Philippe Madec, vous êtes architecte urbaniste, l'un des pionniers de l'éco-responsabilité en France. Donc pour les projets architecturaux et urbains, vous êtes écrivain et enseignant et vous avez reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. Donc votre agence conçoit tout type de programmes d'architecture et vous êtes aussi sur des échelles de projets urbains très différents. Donc je vous propose, Madame Akiki, de commencer votre présentation et je vous passe la parole. Je vais commencer par moi. Moi, j'avais demandé de passer en dernier, mais honneur aux femmes, je vais passer au début. Il est où le pispi pour passer parce que ouais. Bon, je vais peut-être me lever quand même. Il y a quelque chose pour zip. Ouais, il est où? Oh, pardon. Je vérifie. Donc je vais présenter l'équipe. Je pensais que c'était Philippe qui présenterait. Donc voilà l'équipe de maîtrise d'œuvre. L'équipe de maîtrise d'œuvre, évidemment, c'est l'atelier Philippe Madec, architecte, l'agence Bertrand Paulet Paysage, Diverse Design des scénographies. Après, on avait multimédia. On avait des bureaux d'études, CE Ingénierie en structure, Tribu, donc évidemment en environnement, et Y Ingénierie. C'est important en fait les bureaux d'études puisque quand on fait un travail comme ça sur un bâtiment frugal, intégrer les bureaux d'études, les convaincre et puis vraiment qu'ils acceptent de poursuivre jusqu'au chantier, c'est très important. Et je le dis parce que Y Ingénierie, aujourd'hui, on travaille beaucoup ensemble avec Philippe Madec et c'était le premier projet sur lequel il faisait de la ventilation naturelle. Et il a fallu quand même beaucoup les pousser pour prendre la responsabilité pendant le chantier, même si c'est Tribu qui, pour la plupart des projets, c'est nous qui faisons les dimensionnements de la ventilation naturelle. Mais enfin, on essaie quand même de donner la responsabilité au bureau d'études techniques pour porter ça. Et aujourd'hui, avec Y Ingénierie, on fait beaucoup plus de projets. Et cette démarche a été intégrée dans ce grand bureau d'études quand même, c'est un bureau d'études important. Donc je le mentionne parce que c'est très important dans une équipe de maîtrise d'œuvre. Et puis bien sûr la maîtrise d'ouvrage, la communauté des communes. Juste un petit mot donc sur Tribu. Donc Tribu, c'est un bureau d'études qui a été créé en 86, donc on a une existence, un peu plus que 35 ans d'existence. 35 salariés aujourd'hui, on est sur 3 sites, Paris, Nantes et Lyon. On travaille peut-être depuis plus d'une quinzaine d'années, 20, 98, oh là là, avec Philippe Madec, donc on est presque mariés donc, avec l'agence. Et dans notre travail, on est surtout porté sur les questions de l'innovation et de pousser au maximum les projets vers la durabilité, vers la frugalité. Notre premier projet en ventilation naturelle, on en discutait tout à l'heure, c'était en 97, c'était notre premier projet vraiment parce que c'est un bureau d'études où on faisait beaucoup plus d'études
à l'origine pour l'ADEME, pour le ministère des études macroéconomiques liées à l'environnement. Et puis on a commencé à travailler sur les projets en 97, premier lycée dans la région Nord-Pas-de-Calais, où la région était présidée par des Verts, et donc c'était les premiers projets qualité environnementale, avant l'arrivée de la certification environnementale. Et donc notre premier projet, le lycée de Caudry, il est en partie en ventilation naturelle. Donc pour dire que ça a commencé, cette question, il y a très longtemps. On a beaucoup fait évoluer les principes, effectivement, à travers toutes ces expériences, parce qu'il y a des expériences sur lesquelles on a vu qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu aussi des maîtrises d'ouvrage qui nous ont permis de faire des essais. Et ça, c'est très important dans cette démarche. Et comme ça, on a pu faire évoluer les systèmes, les méthodes de calcul, etc., pour arriver à quelque chose qui fonctionne, on va dire, c'est peut-être pas parfaitement, parce qu'il y a toujours une intervention humaine importante dans ces projets. Et c'est comme ça que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc c'est important aussi de le dire. Donc on est plutôt porté sur cette question de ventilation naturelle, de mettre le minimum de systèmes. Beaucoup de travail sur l'enveloppe, sur les matériaux locaux, sur les filières locales. Voilà, je crois que j'ai dit. Peut-être donc un petit mot sur le début du projet. Donc pourquoi ce projet il est frugal? Pourquoi on dit qu'il est frugal? Il est frugal parce qu'il répond aussi à une frugalité avec le territoire, parce qu'il n'y a pas de projet frugal, une construction frugale sans qu'elle soit en lien avec le territoire, qui s'inscrit dans son territoire et qui apporte de l'aménité aussi, des aménités pour le territoire. Et donc la porte d'entrée sur ce projet était de ne pas toucher à la faune et la flore. Donc c'était une question très importante. Et donc on avait une étude de biotope sur quelles mesures d'évitement il fallait intégrer au projet. Et donc ça partait aussi de là. Je laisserai après Philippe et puis le paysagiste parler un peu plus longuement de cette question. Mais en tout cas, c'était une question très importante. Donc l'étendue du projet, c'est une étendue, effectivement, on est dans un petit bâtiment et dans un grand parc important. Pourquoi c'est un bâtiment frugal? C'est parce qu'on a intégré dans ce projet plusieurs choses. Un, effectivement, éviter tout impact sur l'environnement. Deux, travailler avec le territoire et les filières locales. Donc, beaucoup de matériaux, le maximum possible, sont du territoire, que ce soit tout ce qui est bois ou l'utilisation de la pierre. Je parlais ici de la pierre de Jonzac, mais j'ai vu avec Philippe que c'était pas tout à fait ça, mais voilà, finalement, c'est voilà. L'utilisation du bois énergie, donc une autre filière locale, utilisation des énergies renouvelables locales. On a dans tous nos projets, c'est quelque chose de constant pour Tribu, éviter toutes les installations qui nécessitent de l'électricité, parce que ça aussi c'est une problématique de territoire aujourd'hui, la production de l'électricité. L'utilisation de la ventilation naturelle et des brasseurs d'air au lieu d'utiliser des mécanismes très complexes en termes de double flux électrique pour la ventilation ou de climatisation pour assurer le confort d'été est une manière de limiter au maximum les consommations électriques. Puis évidemment on travaille beaucoup sur les questions de confort et de la santé. Le confort, assurer la lumière naturelle, donc travailler l'optimisation des façades et des surfaces vitrées pour assurer le maximum de confort visuel, tout en se protégeant pour l'été avec des protections solaires mobiles qui assurent la flexibilité de cette question de lumière. Quand on a besoin de la lumière, quand on est en hiver, on a besoin du soleil, qu'on puisse apporter ça dans les locaux, et l'été qu'on puisse s'en protéger. C'est très important, j'insiste dessus, parce que c'est une question qui aujourd'hui peut être travaillée autrement, d'utiliser
des protections fixes parce que c'est plus durable, mais en hiver, parfois, on ne bénéficie ni de la lumière ni du soleil. Donc c'est quelque chose d'important à travailler aujourd'hui. Malheureusement, les fabricants ne nous donnent pas beaucoup de choix, ou en tout cas ne donnent pas beaucoup de choix aux architectes sur cette question, mais c'est quelque chose de très important. Il y a aussi tout le travail sur l'enveloppe du bâtiment, parce qu'on ne peut pas faire des économies d'énergie ou on ne veut pas aller vers des solutions d'utilisation du bois énergie sans travailler l'isolation du bâtiment, parce que ça, c'est un piège qu'on a eu pendant des années avec la démarche E+C-, où du moment où on mettait en place une chaudière bois, une chaudière biomasse, on pouvait ne pas isoler le bâtiment, parce que le bois est considéré renouvelable, zéro carbone. Non, le bois, c'est une ressource aussi à conserver et puis à en faire bénéficier le maximum donc, de bâtiments dans le territoire. Et donc, il faut, même si on a une énergie renouvelable, il faut quand même qu'on ait une enveloppe thermique performante et une isolation, évidemment, utilisée en fibre de bois. Et enfin, je vais parler des toilettes sèches, parce que c'est une réponse aussi, les toilettes sèches, aux impacts que pouvait avoir le bâtiment et puis plus largement le parc sur la faune et la flore. Et donc c'est une des solutions qui a été apportée par rapport à l'étude d'impact. Juste quelques photos pour montrer effectivement quand on parle de ventilation naturelle, et Philippe en parlera mieux que moi, on la voit, la ventilation naturelle. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que parfois, les architectes, au moment du concours, ils parlent de ventilation naturelle et ils ne montrent pas les sorties en toiture, parce qu'ils ont peur que pendant le jury, que ça soit mal vu. Avec Philippe, c'est quelque chose, au contraire, c'est la première chose qu'on voit en fait, sur les projets ensemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on verra dans les visites, on parlera un peu plus donc, de ces bâtiments. On voit quand même qu'il y a beaucoup de sorties de ventilation naturelle, parce qu'il y a plusieurs façons de gérer la ventilation naturelle hygiénique. Soit on regroupe, on a des entrées d'air dans les locaux et on a des sorties communes, soit on a des sorties par type de local, par local. Et donc, la gestion se fait local par local. Et en fonction des projets, des problèmes sécurité incendie, de typologie ERP ou autres, on n'apporte pas les mêmes solutions sur les questions de ventilation naturelle. Donc là, on voit beaucoup de sorties. Ça veut dire qu'on a vraiment aussi moins de regroupements dans les locaux. Donc, on voit là, au-dessus des portes, et c'est ce qu'on voit ici, les entrées d'air. On fera la visite, ce sera plus... voilà, je parlais un peu plus sur cette question. Donc, il y avait des moments où on était obligé de mettre 2 grilles l'une au-dessus de l'autre, comme on voit en bas. Voilà. Ici, on a des entrées d'air qui sont cachées dans la salle d'expo. Vous avez dans le dossier, j'ai vu qu'il y a eu donc cette présentation qui a été donnée dans le dossier. Ça vous donne donc dans chaque salle la section de la tourelle et les entrées d'air et le débit qu'on peut assurer dans chaque salle. Donc, quand on fait de la ventilation naturelle, on ne peut pas faire à l'à peu près. Surtout dans un équipement comme celui-là où on n'a pas des salles qui sont répétitives. C'est-à-dire quand on a des salles de classe dans un projet de collège ou d'école, il y a des salles qui sont à peu près pareilles et on peut dimensionner dans une salle et répéter. Mais quand on est dans un équipement comme celui-là, où chaque salle elle a une utilisation différente, un volume différent, elle est au rez-de-chaussée, elle est à l'étage, dans chaque salle, on doit dimensionner donc, la ventilation naturelle. Et pour dimensionner, on utilise des outils de calcul de simulation aérolique qui nous donnent, en fonction de la section d'entrée d'air, de la section de sortie, quel débit on peut avoir en fonction des températures à l'extérieur et à l'intérieur. Donc les débits assurés par la ventilation naturelle ne sont pas toujours les mêmes en fonction des différences de température qu'on peut avoir entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est assez particulier en dimensionnement, assez complexe.
Et donc, il faut choisir à quel moment on retrouve le bon niveau de débit et de point de vue technico-économique et de point de vue occupation des espaces. Et peut-être quelque chose de particulier aussi sur ce bâtiment, enfin sur ce projet, c'est qu'on avait aussi comme donnée qui ne sera pas utilisée en plein hiver, qui est quelque chose aussi important dans le dimensionnement. Voilà. En hiver, l'air il rentre tout seul. Hein. C'est en mi-saison qu'on a une difficulté et donc le dimensionnement doit être pris en compte. Voilà. Bon, ça c'est quelques données sur les besoins de chauffage qui ont été donc calculés avec les débits et ce qui était prévu. Quand on travaille sur le confort d'été naturel, on travaille avec ce qu'on appelle le diagramme du Givoni. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en tout cas, on prend en compte pas uniquement les questions de température, mais aussi les vitesses d'air. Parce qu'en fait, on sait que quand on a de l'air qui circule, même s'il fait chaud, on a moins chaud, on a un ressenti de moins de chaleur, parce que c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration sur la peau. Et c'est le rôle qu'assurent en fait les brasseurs d'air. Quand on brasse l'air, on ne diminue pas la température de l'air. On augmente la vitesse de l'air sur la peau, et c'est ça qui fait ressentir du confort. Et donc, avec les brasseurs d'air, on peut accepter des températures plus élevées que s'il n'y a pas de mouvement d'air. C'est le cas quand on est au bord de la mer aussi ou autre. Donc ces brasseurs d'air, c'est ça ce qui permet de limiter après le recours à la climatisation. Et c'est nécessaire aujourd'hui dans tous les projets de les prévoir ou à minima de prévoir les attentes, parce que plus on va dans le temps, plus les températures vont augmenter, plus on va avoir quand même besoin de rafraîchir les locaux, quel que soit le travail qu'on a pu faire sur l'enveloppe. Et donc ce travail, ce type de présentation nous montre, pour des vitesses d'air différentes, combien d'heures on dépasse la limite qu'on peut appeler de confort. Et là, en fait, on voit pour 0 mètre par seconde et jusqu'à 1,5 mètre par seconde, c'est ce que le brasseur d'air contenait sur le brasseur, on a 1,5 mètre par seconde, qu'on est dans la limite de confort et qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la climatisation. Voilà, c'est un peu ce travail qu'on peut faire. C'est un travail qui a été amené par d'autres travaux qui ont eu lieu à l'île de la Réunion et ailleurs, où ils avaient besoin en fait, de limiter les besoins de climatisation et le recours à la climatisation, et on a pu l'utiliser. Un autre point important sur ce projet est la question de la ventilation naturelle, mais qu'on retrouve sur tous nos projets, c'est la relation avec le bureau de contrôle. Donc, en fonction de la personne, ce n'est pas le type ou le nom du bureau de contrôle qui compte, c'est plutôt la personne qui est sur le projet. Est-ce qu'elle est ouverte à ce qu'on peut appeler l'innovation ou le faire autrement ou pas? Sur ce projet, on a montré par les calculs qu'on assurait les débits hygiéniques avec les entrées d'air. Hein. Deuxièmement, qu'avec aussi la section d'ouvrant, on peut, parce que sur un bâtiment tertiaire, on a le droit encore aujourd'hui de faire de la ventilation par ouverture des fenêtres, la ventilation hygiénique. Donc on a dû justifier que par les grilles, on peut assurer et par les entrées d'air, voilà, pour pouvoir faire passer le projet. Je pense que j'ai terminé. Merci. Si vous avez des questions, vous les préparez pour la visite. C'est Philippe ou toi? Merci. Je ne sais pas, comme vous voulez. Le projet important, c'est le parc. C'est bien le parc des labyrinthes pour lequel on est ici. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir invités à cet événement, finalement. C'est toujours important pour un architecte et un paysagiste de voir comment ce qui a été conçu vit. Et ici, on a la joie de voir un bâtiment qui vit vraiment, qui est entretenu. Et donc voilà, c'était déjà la bonne nouvelle de la matinée. Et pour ça, c'était essentiel. Alors, je vais juste vous expliquer 2-3 petites choses sur les raisons du projet. Et comme c'est vraiment le parc des labyrinthes, des 7 labyrinthes, on terminera sur le parc. Finalement, ce bâtiment, ce n'est qu'une porte, et rien d'autre qu'une porte, mais une porte qui est une porte éco-responsable
volontairement éco-responsable. Alors voilà, l'enjeu c'est bien ça. Hein. L'enjeu c'est comment finalement une architecture est capable de s'installer dans un site en le respectant. Nous aimons beaucoup la notion de ménagement. On n'aménage pas un site pour nous, mais on le ménage. On y amène finalement des dispositifs qui permettent de faire en sorte que la vie et toutes les expressions de la vie soient respectées. Donc voilà, on s'installe, on sinue, on évite, on protège, et on le protège tous ensemble. Je te remercie, Edith, d'avoir présenté l'équipe. Parce qu'effectivement, il y a une partie de l'équipe qui est importante, et monsieur le maire l'évoquait tout à l'heure, sur les labyrinthes. Ce sont des labyrinthes à la fois physiques, c'est le travail qui a été fait par Bertrand, ce sont des labyrinthes aussi cybernétiques, informatiques, puisque le téléphone complète l'histoire de chacun des labyrinthes. Donc voilà. Donc vous comprenez que... oui, on le voit. Non, je vais le faire à la main. Donc nous sommes ici. Nous sommes juste là, et ce grand parc, qui est la raison d'être du projet, on y arrive en s'installant petit à petit, physiquement et mentalement, dans cette entrée. Et on prend le temps de l'entrée, parce qu'il ne suffit pas de quitter sa voiture, de passer à un guichet et d'arriver dans l'histoire. Il faut absolument se préparer à cette histoire, d'où l'importance de ce premier cheminement. Donc on est garé ici, là, juste à côté. Ce long cheminement amène, on va dire, à la porte d'entrée, à la douane d'une certaine façon, amène en nous dégageant du sol et en nous préparant à entrer de l'autre côté par une autre passerelle. La situation de cette porte, donc de la maison, est importante parce qu'elle donne à voir l'étang. Je ne sais pas si on dit lac ou étang, je ne sais pas ce qui est finalement le lac. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui s'opèrent autour du lac. Et du coup, cet équipement-ci ne fait qu'ajouter finalement l'attrait de l'ensemble de ce secteur. Donc ça, après, de toute façon, Bertrand vous parlera de toutes ces choses-là. Et donc voilà, nous sommes là avec un bâtiment qui cherche à articuler des échelles qui n'apparaîtraient pas comme un monument, mais qui jouerait avec la réalité de ce site et de son sous-sol aussi. On est finalement entre Cognac et Bordeaux, même si on est plus près de Cognac que de Bordeaux. Mais on est finalement entre un sol de pierre et un sol de sable, et un pays de pierre et un pays de bois. Et on s'est attaché à ce que le bâtiment raconte cette histoire, qui n'apparaisse pas comme un monolithe, mais qu'il parle de cette transition territoriale sur laquelle il vient s'installer. Donc voilà, ce sont des petits dessins qui montrent comment on invente l'histoire du fonctionnement du site. Voilà, quand on entre avec le chemin rouge, et puis quand on sort avec le chemin bleu. Et ce tout petit bâtiment, cette porte, c'est le moment où les flux entrants et les flux sortants se rencontrent et permettent que l'accueil s'opère et que la sortie, elle aussi, s'opère de façon très régulée. Le travail de forme est un travail de longue haleine, finalement, qui a beaucoup à voir avec la ventilation naturelle, puisque pour faire en sorte que la ventilation naturelle marche, il ne suffit pas de dire on va mettre des cheminées, il faut que tout le volume lui-même, que la forme soit adéquate au mouvement de l'air. Donc il y a forcément des toitures, il y a forcément des points hauts et des points bas. Ici vous avez un point haut. La ventilation naturelle, elle est là-haut, là. Et c'est pour ça qu'on a cette double hauteur ici, par exemple. Vous savez, j'espère que vous ne vous sentirez pas mal tout à l'heure, parce que cette salle n'a pas été faite pour 100 personnes. Hein. Mais logiquement, le tirage s'opère bien et les entrées d'air s'opèrent bien aussi. Et la lumière naturelle, elle est présente un peu partout. Là. Tout ça a été un peu fermé pour nous, mais on aurait pu le faire dans la lumière du jour, hein, néanmoins. Donc voilà, les recherches s'opèrent avec cette idée donc, de la pierre et du bois. Et puis, et j'espère que je me souviens bien du terme, il y a une notion qui s'appelle le balai, qui est un espace extérieur couvert, qui est en fait le prolongement de bâtiments. Et quand on a découvert cette notion du balai, on s'est dit, il nous faut ça, il nous faut cet espace qui sert à faire du lien. Pour ceux qui sont pas encore rentrés ou pour ceux qui sont sortis. On s'est attaché à réinventer le ballet dans une situation comme celle-là. Et
pour nous, finalement, ce décollement du bâtiment qui accompagne bien sûr l'entrée, c'est aussi une manière de réinventer cette idée du ballet dont on a vu qu'elle fonctionne, puisque l'accueil se fait naturellement à cet endroit-là. Il n'y a pas avec nous aujourd'hui Jean-Marc Veil, qui est le directeur du bureau d'études CE Ingénierie, qui a travaillé sur ce bâtiment, un bâtiment en bois, sur un site sismique. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé ici à Montendre il y a 2 ans, 3 ans à peu près, 2 ans, avec un séisme de 4 et quelques sur l'échelle de Richter. Ce bâtiment était dessus. Et le bâtiment n'a pas bougé. Peut-être qu'on a entendu et quelques assemblages ont peut-être bougé. Mais les dessins que vous avez des piliers là ont été pensés du point de vue du séisme. Bien sûr, ils ont une dimension esthétique, mais l'idéal est que l'esthétisme renvoie aussi à une qualité technique. Et donc, vous voyez, on a fait des essais, on a fait des tests jusqu'à ce que finalement on arrive à cette solution-là que je trouve plus élégante que mes petits croquis du début, mais il fallait bien chercher. Et le travail, ça sert à ça. Donc voilà, au moment où on a fait le rendu du concours, le bâtiment ressemblait à ça. Il n'a pas considérablement changé. Il s'est fabriqué d'une certaine façon. On a fait en sorte que tout ça tienne avec des matérialités plus précises. Donc on était parti sur la pierre de Jonzac, donc comme une voisine. On a finalement choisi la pierre d'Avy, 37 km à peu près à Avy, enfin une trentaine de kilomètres à Avy. Et le bois est un pin sylvestre qui vient bien sûr des Landes, et Edith le disait tout à l'heure. Donc ici, tout est isolé avec de la laine de bois, toute la structure est en bois, tout le bâtiment est recouvert en bois, et le béton, vous ne l'avez que là. Moi, je coule le moins possible de béton. Vous savez que quand on prend l'avion, on participe à 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on achète un sac de ciment, c'est entre 7 à 9%. Donc nous, on a fait nos choix. On a fait nos choix qui est de très peu couler de béton. Donc ici, vous en avez sur cette dalle et uniquement dans la fosse à l'intérieur de laquelle on a installé le système de chauffage au bois et au stockage. Tout le reste, autrement, est en bois, isolé en bois et avec la lumière naturelle qui est partout. Parce que la ventilation naturelle a aussi un grand intérêt. C'est que l'air et la lumière, c'est la même chose, quoi. Et même la chaleur du soleil, c'est aussi la même chose. Et peut-être que le vrai outil, la vraie matière de conception architecturale d'aujourd'hui, c'est de voir cet ensemble, cette unité air, chaleur, lumière, comme peut-être ce dont nous avons le plus à travailler pour fabriquer l'architecture. Donc voici le plan au niveau du concours qui a gardé finalement sa nature. Au niveau du concours, la partie du haut était plus longue et moins large. On l'a raccourci et élargi pour des questions d'usage et des questions de budget, parce que c'est la bonne technique au bon endroit dans la bonne quantité, mais aussi dans un budget qui corresponde à ce qui est possible dans l'économie locale, finalement. Et, pardon. Et donc voilà, ça, ce sont les... Je vais trop loin. Je vais en marche avant en courant. Mais je ne vais pas prendre trop de temps. Hop. Il n'a pas envie de se montrer le plan. Hein. Bon, donc on ne va pas montrer le plan. Moi, je respecte les plans. Hein, quand ils ne veulent pas. Donc vous voyez, la dalle de béton, elle est juste là, à l'endroit où nous sommes, et tout le reste est effectivement réalisé en bois. Voilà. Isolation bois, structure bois, bardage bois. Un bardage qu'on appelle rustique, c'est-à-dire que vous avez une planche qui vient sur une autre planche. Comme ça simplifie finalement les mises en œuvre. Et là, vous avez le moment du chantier où le volume qui est bardé avec cette mantille, qui est en bois, qui a été pensé aussi contre le séisme. Et tout à l'heure, vous verrez quand on se balade, à l'intérieur, il y a une structure métallique qui a été rendue absolument indispensable pour que cette mantille fonctionne. Cette mantille vient habiller, on va dire contextualiser un bâtiment qui est en bois et dont le bardage, là, n'est pas le bardage rustique qui est ici, mais un bardage à clin. Voilà on va dire le bonheur du jeu des matières. Ça fait partie des grands moments, finalement, pour nous architectes, de voir comment une esthétique arrive qui est liée aux matières et à leur mise en œuvre et comment quelque chose s'installe. Parce que ce n'est pas parce qu'on est intéressé par la frugalité que l'esthétique ne doit pas être là. C'est à peu près l'inverse. Hein. Je pense que
pour nous, l'esthétique est une revendication éthique. L'architecture doit être belle. Vous ne pouvez pas vous dire que vous ne ferez pas une architecture belle, autrement vous n'êtes pas bienveillant, quoi. Donc la bienveillance et l'esthétique sont absolument liés. Donc ce travail sur comment une architecture peut être conforme à son contexte et belle permet d'arriver à cela que vous avez vu. Et on arrive petit à petit dans le parc de notre cher ami Bertrand, avec voilà, cet accueil en ventilation naturelle. Voilà, vous avez la ventilation naturelle en position ouverte ici, dans cette lumière du jour où se trouvent les... Voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Et quand on est là, au bout de la montée à l'intérieur, on voit évidemment le lac. On passe la mantille, on descend dans le parc. Et du coup, je te passe la parole. Ouais. Merci. Et ça, je pense que c'est bon. Bonjour. Alors, pour un parc, l'essentiel, c'est d'avoir une belle porte d'entrée. Donc, avec le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons une belle porte d'entrée très accueillante au bord du lac Barreau d'Esquerroux. Et nous pouvons entrer dans le parc par le double système de passerelles dont on vient de parler. Le parc est aussi clos entièrement, simplement, de façon le plus transparente possible, parce qu'on n'a pas de chevreuil à l'intérieur et on n'a pas d'abroutage. Pour toutes les plantations qui ont été faites à l'intérieur, on est protégé et on n'a pas de problème aujourd'hui sur les végétaux. Ensuite, la première chose, c'est qu'on nous a présenté une forêt qui couvrait la totalité du parc, quasiment. C'était des pins et c'était presque la monoculture du pin contre laquelle on essaye d'agir, parce qu'on pense que la forêt doit être beaucoup plus complexe, un mélange de pins, de résineux et de feuillus. Aujourd'hui, on n'avait presque que des pins et à des âges très différents. On avait des jeunes plantations de pinèdes, plus âgées et encore plus âgées. Il fallait unifier un peu tout ça. Alors, comment faire évoluer la forêt ? Parce que c'était notre premier travail. C'était d'abord, j'ai presque enlevé le quart des pins qui sont là. Alors on n'a pas l'impression qu'on a enlevé le quart quand on voit la forêt, on a l'impression d'une pinède forte, mais on a fait un gros travail forestier au départ pour enlever le quart des pins. Ça avait deux avantages. Un, quand on dépresse un peu les pins, ça permet à ceux qu'on a conservés de grandir et de s'installer, parce que quand c'était trop dense, c'est un peu fermé. Et puis de prévoir l'installation de feuillus. On n'a planté que des feuillus, quasiment, beaucoup. Ça ne se voit pas toujours très fort maintenant, mais je pense qu'avec le temps, les pins qui sont attaqués par les scolytes doivent être abattus et remplacés par des feuillus progressivement. Ce que je voulais dire, c'était qu'on est parti sur une très forte observation. Alors, je voudrais remercier les 3 bureaux d'études. Hein. Moi, il y a eu Biotope, il y a eu Tribu, il y a eu Y et d'autres. Et on s'est beaucoup basé sur les échanges que l'on a pu avoir avec eux. Biotope, par exemple, nous a demandé de protéger certains endroits qu'on n'a pas touchés, qu'on a protégés dans la suite du projet, en phase de chantier après. Ce qui est important à dire, c'est qu'une fois qu'on a battu tous ces pins et qu'on a bien sûr une forêt pour accueillir du public, il y a toujours le danger d'incendie qui est très fort, et il y a eu un départ de feu qui a été très vite maîtrisé et arrêté, mais il y a eu un départ de feu. Donc on a suivi les pompiers qui nous ont demandé de faire de grands layons pour isoler le feu et d'installer partout dans le parc un système de sécurité pour prévenir les gens, pour qu'ils s'en aillent, et puis pour éteindre le feu quand il peut se déclarer. C'était une priorité pour nous parce que c'est effectivement un espace qui peut être potentiellement dangereux. Et puis on observait ce qu'il y avait sur place. On s'est dit qu'il y avait des pins, mais pas que, et qu'il y avait beaucoup, par exemple, des acacias, des houx, très peu d'arbousiers, je crois. Mais on observait vraiment ce qu'il y avait sur place en se disant, puisque c'est là, sans arrosage, avec le temps, on va s'appuyer sur la végétation locale. Donc on a, à part les pins, très peu abattus, on s'est appuyé sur ce qui existait et ce qu'on observait. Et qu'on a augmenté, si je dirais. Quand on a vu des houx, on s'est dit on va travailler avec le houx, avec l'acacia, avec le bouleau, on a travaillé un peu avec ce qu'on pouvait observer. Et puis une forêt, quand on parle de la monoculture, c'était d'inciter la biodiversité, c'était d'avoir la plus grande diversité possible. Et on était très poussé aussi à obtenir la plus grande diversité possible, politiquement, etc. Et donc on a
enquêter sur une flore plus au sud, plus méditerranéenne, et renforcer un peu et densifier cette forêt et la faire évoluer et aller vers plus de biodiversité. Alors, il y avait un autre thème, vous le savez bien, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, on a travaillé avec Gulliver, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais sur lequel on s'est beaucoup appuyé et avec qui on a beaucoup travaillé, parce que Gulliver était en charge de l'installation de tout ce qui est... alors je vais employer le mot le plus possible, informatique, mais c'est pas ça. Mais c'était quand même avec les tablettes, pouvoir intervenir dans le parc en suivant les indications des tablettes et en résolvant des énigmes ou des parcours ou autre chose. Donc c'est beaucoup appuyé sur eux et on a créé un espace qui puisse les accueillir très, très efficacement, très chaleureusement à l'intérieur de ce parc. Le parc lui-même, avant l'intervention de Gulliver, on a cherché à en faire un labyrinthe. Alors la forêt est un labyrinthe en soi déjà. Mais on a cherché à renforcer le côté labyrinthique, parce que même si on a 12 hectares, en largeur, on n'est pas si large que ça. Heureusement, on est très très calme, et avoir un espace où l'on puisse se perdre plus facilement. D'où ce qu'on aperçoit ici au milieu, le réseau en losange, comme ça, qui est en houx. On s'est servi des houes pour cloisonner le parc. Alors, il va pousser tout doucement, mais il est amené à atteindre la hauteur de nos yeux et à fermer un peu l'espace. Il y a plusieurs niveaux de labyrinthe dans le parc et plusieurs labyrinthes qui permettent aussi de s'isoler et de perdre le contact avec le nord, le sud, la clôture, etc. Même si la clôture est transparente, qu'elle est habillée, on voit que les arbousiers qu'on a plantés devant poussent très bien. Les plantes grimpantes, c'est un peu plus long. On voit que le lierre, c'est difficile. Hein. Cet été, il y a eu entre 45 et 50 degrés dans le parc, je crois. C'est quand même énorme. Et ça ne va pas s'arranger. Et le parc va être de plus en plus chaud. Et on a eu très peu de pertes jusqu'à présent. Mais il y a quelques végétaux fragiles et on va les remplacer par des végétaux qui sont... Je vois par exemple la sauge ananas résiste mieux que la sauge grammy. Donc on va essayer d'orienter un petit peu. On sait qu'il y a quelques végétaux qui ont souffert. On va les orienter, on va travailler avec la lavande, on va travailler avec des végétaux plus méditerranéens, beaucoup moins sensibles aux excès de chaleur. Et puis, quand on prend le chemin, alors dans le prolongement des passerelles que l'on va emprunter tout à l'heure ou cet après-midi, on voit qu'on a poursuivi un chemin qui suit l'épine dorsale du parc, si on peut dire, qui permet d'aller au bout du parc. Et quand on aura traversé plusieurs labyrinthes, notamment de houx, mais il y en a plusieurs sur le chemin, on va arriver tout à fait à l'extrémité, qu'on a traité en une sorte de labyrinthe, mais une sorte de labyrinthe qu'on a créé, mais qui va évoluer de façon naturelle aussi, avec les végétaux qui poussent à l'intérieur. Et c'est la partie où on a renforcé le plus possible la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'essences, et des essences en partie consommables. C'est-à-dire que avoir des pommiers, avoir du raisin, avoir ça, c'est toujours agréable quand on se promène de pouvoir cueillir sur un arbre de quoi manger. En même temps, on a renforcé l'ombre parce qu'on voit bien qu'une des priorités, c'est l'ombre. Alors c'était une forêt, mais on est intervenu dans une grande clairière. Je vous ai dit qu'on a conservé la plupart des structures en place. On n'a abattu que des pins et tout à fait au bout, on avait une grande clairière avec quelques arbres qui restaient. On a replanté beaucoup d'arbres, mais il faut le temps que ça pousse. Et sous les arbres, on a planté beaucoup d'arbustes qui donnent cet effet-là. Et l'effet labyrinthe, il va se renforcer avec la pousse des arbustes, c'est-à-dire qu'on va devoir traverser un espace qui est très planté, mais très largement, avec beaucoup d'essences différentes. On a pris le plus d'essences que l'on pouvait raisonnablement envisager. Et on va traverser ce parc avec des points hauts. Alors, sur les points hauts, on les a créés quand on a pu. Donc, on a créé des buttes sur lesquelles on va monter avec des escaliers de bois qui permettent, une fois qu'on a traversé ce labyrinthe, de prendre un peu de hauteur et de voir où nous sommes et de voir un effet plus général. Et puis, on a touché avec beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que quand on a parlé du labyrinthe, on a parlé à la fois de l'informatique, des guides sur les tablettes, mais aussi comment on peut se perdre physiquement sur l'orientation, comment on peut avoir des éléments sur lesquels on peut marcher et qui déséquilibrent un tout petit peu, mais travailler sur l'orientation, l'équilibre, le parfum, on en a parlé peut-être tout à l'heure. Donc on a mis des plantes
aussi parfumé que possible, le plus possible, et des plantes comestibles, parce que moi je ne conçois pas un jardin qu'on ne puisse pas manger, en partie. Très peu, mais quand même, qu'on puisse cueillir sur les arbres une pomme, un grain de raisin, peu importe. Même les arbousiers qui sont juste devant nous ici, les arbouses, c'est très bon. C'est un peu fade, peut-être, mais c'est très bon. Voilà, un jardin dans lequel on puisse se perdre, se retrouver en sécurité pour l'incendie, et puis qu'on puisse consommer en partie, et puis on puisse retrouver facilement le chemin central, parce que où que l'on soit, à quelques moments que ce soit, on puisse retrouver facilement le chemin central et se retrouver réorienté vers la passerelle qui nous ramène au bâtiment. Et là, on a toutes sortes de services qui sont rendus. Et voilà, on peut dire au revoir dans de très très bonnes conditions à la journée que l'on a pu passer, parce que ce bâtiment est effectivement très beau. Je peux répondre à des questions, mais j'ai parcouru l'espace. Oui, bonjour. C'est plus une question peut-être à Edith et Philippe, et c'est pas forcément sur le projet. En tant que signataire de la frugalité, moi je suis complètement convaincue qu'il faut arrêter de faire du neuf et vraiment travailler sur la réhab. Et sur la problématique de la ventilation naturelle, est-ce que c'est compliqué du coup, quand on a un bâtiment qui est en VMC, de passer à la ventilation naturelle? Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et donc je suis Anne-Laure Griveaux, je suis élue à Lagore à côté de La Rochelle. Enfin, Edith répondra après moi, mais je pense qu'il faut déjà regarder le bâtiment qu'on a à réhabiliter du point de vue de la conception bioclimatique. Je ne sais pas si on a dit assez ce mot-là ce matin. Il faut déjà comprendre dans quel contexte climatique le bâtiment se trouve et quel est son contexte immédiat, quelle est la possibilité, y compris dans les sites urbains denses, d'avoir accès à l'air. Bon, il y a des logiciels qui servent à calculer les mouvements aéroliques dans les espaces urbains. C'est très utile de voir à la fois comment on peut fabriquer du confort urbain à partir des mouvements aéroliques et comment l'air peut accéder jusqu'au logement. Ça ne marche pas toujours, mais il y a toujours la possibilité d'améliorer un logement à partir de cette relation à l'air, à la chaleur et à la lumière, comme je l'évoquais tout à l'heure. J'ai réhabilité un petit bâtiment de ferme. Enfin, j'ai réhabilité dans le Béarn une ferme et en Bretagne un bâtiment de ferme. Le travail que l'on a fait là, et le résultat, c'est pas de système de ventilation, aucun système de ventilation, zéro. Hein. Même pas comme ici, ce qu'on appelle ici, ce qu'on a mis en place ici, ça s'appelle la VNAC, ventilation naturelle assistée contrôlée. Et donc, dans les deux exemples que je vous donne dans le Béarn et en Bretagne, pas de VNAC, ni même de VMC, rien du tout. Parce que finalement, mais il y en avait une au départ? Il y en avait une dans le Béarn, et dans le bâtiment en Bretagne, c'était une ruine. Donc on est reparti de la ruine pour faire ça. Donc il est possible de le faire. La situation urbaine rend les choses un peu plus compliquées, mais chaque fois revenir sur cette relation intérieure-extérieure et repenser le projet. Pour compléter ma question, est-ce que c'est plus simple, par exemple, quand on a un bâtiment avec une extension, où là on a une vraie réflexion, où effectivement peut-être que l'extension peut amener de la hauteur, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez ce cas-là aussi? Parce que je pense que c'est une problématique que beaucoup d'élus rencontrent. Avec Tribu, on est en train de faire la médiathèque du 19e arrondissement de Paris, la première maison des réfugiés de Paris, donc près de la place des Fêtes. On a gardé un lycée hôtelier qui s'appelait le lycée hôtelier Jean Carré. On a décidé de garder tout le béton. Vous avez compris, je coule le moins possible de béton, mais le béton qui est là, on l'aime, quoi. C'est fait, il est là, on fait avec lui, on arrête de casser. Hein. La seule chose qu'on a fait, c'est que dans un bâtiment en plan carré, étanche d'une certaine façon, comme on le faisait dans les années 80, enfin même 60, 70, on a enlevé le centre de telle manière que ce bâtiment devienne poreux. Parce que la question du bioclimatisme et de la ventilation naturelle, c'est la porosité. En fait, il faut enfin, vous voyez, ça, c'est un système d'échange entre intérieur et extérieur. Et donc, dans ce bâtiment Jean Carré, dans ce projet de la médiathèque va s'appeler James Baldwin, dans le 19e, on
on est en train de faire le premier bâtiment public de la ville de Paris en ventilation naturelle. Voilà, donc c'est possible. Ouais. Oui, enfin, je reviens comme tout à l'heure, si le maître d'ouvrage est volontaire, je pense qu'on peut y arriver. Il y a plusieurs solutions qu'on peut proposer. Et c'est sur la médiathèque, on n'a pas de tourelle, hein, c'est sur la médiathèque, on fait des échanges entre la façade et le patio qui a été créé. Et donc à travers des solutions de grilles, donc un travail entre pression et dépression qui le permet. Donc oui, c'est possible. Je pense que c'est sur un bâtiment existant, c'est plus facile si on arrive à avoir des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, de faire de la ventilation naturelle que de faire du double flux. Parce que le double flux, si on veut avoir les débits réellement nécessaires à la qualité de l'air, on va avoir des tuyauteries très importantes qu'on n'arrive pas à mettre toujours dans les projets. Et ça, plusieurs groupes scolaires, nous on a travaillé sur plusieurs groupes scolaires, où dans la réhabilitation, on nous a demandé du mécanique, et dans le mécanique, on n'a mis que le minimum, puisqu'on n'arrivait pas à faire passer les tuyaux. Donc je pense que ce n'est pas impossible, au contraire. Mais effectivement, il faut travailler sur de la porosité et donc de l'épaisseur de bâtiment qui permet de faire de la porosité entre l'extérieur et l'intérieur et avoir une double façade. Pascal Poupineau, je suis géographe urbaniste et aussi présidente du Conseil français des urbanistes. Moi, j'avais une question sur la biodiversité, puisque quel était l'état initial de la biodiversité dans l'espace, et est-ce que grâce au projet, cette biodiversité a été améliorée ou au contraire appauvrie? Enfin voilà, quelle est l'évolution par rapport au projet? Quelle a été l'évolution de la biodiversité? Parce que c'est vrai qu'on a souvent en tête que on va dire dans les espaces ruraux ou forestiers, il y a de la biodiversité, alors que dans les espaces urbains, ça manque de biodiversité, et on sait que c'est pas toujours vrai dans ce sens-là. Donc par rapport à ce projet, quelle a été l'évolution de la biodiversité? Alors, je suis comme vous, je vais visiter le site cet après-midi et on va échanger. Je crois qu'il y a 3 groupes et on va partager de ce qu'on voit. Je pense qu'on vient de loin. On vient d'une forêt monospécifique et la biodiversité des forêts monospécifiques est très très limitée. S'il y a un autre point, alors j'ai abattu beaucoup d'arbres, de pins uniquement, et puis j'ai planté beaucoup. Alors je pense qu'en biodiversité, on a amélioré la biodiversité. En même temps, la biodiversité se fait avec le temps. Si on prend un temps 0, la biodiversité est très faible et puis progressivement elle se constitue. Alors je vois que pour la faune, par exemple, c'est très bien. On a une présence de faune intéressante, mais pas destructrice. On avait peur qu'au tout début, quand on plante un jeune arbre, les chevreuils viennent abrouter cet arbre et puis après tout se perd. Donc on est bien protégé, ça évolue bien. Les végétaux qu'on a plantés ont plutôt bien résisté. Je sais, parce qu'on me l'a dit, que certains arbres ont souffert cet été, mais les 50 degrés, on va les avoir presque tous les ans bientôt. Hein. Et on va les remplacer. J'ai parlé d'observation, c'est-à-dire qu'en phase conception, avant de planter, on a beaucoup observé ce qu'il y avait, et puis on s'est laissé influer plus par le sud, mais on sait que l'observation continue maintenant. C'est qu'on va observer aujourd'hui ce qui s'est passé avec l'été précédent, et puis on va faire évoluer les plantations en fonction de ce qu'on observe. Mais il y a beaucoup plus, à mon sens, de biodiversité aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Oui, bonjour, Virginie Segon, architecte. J'avais une question moi, concernant le site sur lequel s'est implanté le projet. Est-ce que déjà il était bâti ou pas, et est-ce qu'il y avait une possibilité d'implantation libre? Et la deuxième petite question, c'est par rapport justement, vous évoquez tous les arbres que vous avez abattus. Est-ce que cette matière première a été intégrée dans le projet? Alors le site où on est n'était ni planté ni bâti.
on était un peu dans la... Enfin, quand vous promenez le long du lac, là, vous voyez à peu près l'état une rive élargie, ouais. Plutôt rase. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que vous voulez que... Pas ici, pas ici. Alors ici, pour reprendre ce qui vient d'être dit, il n'y avait rien. Donc le bâtiment s'est installé sur un site qui était prêt à l'accueillir parce qu'il était vide. À l'intérieur, moi je n'ai abattu d'arbres vraiment qu'à l'intérieur pour soulager la forêt, pour laisser certains pins prendre une certaine... Alors juste derrière vous, il y a un endroit où il y a des pins plus âgés, plus espacés et qui se portent bien. À l'intérieur, c'était très très serré. Donc on a beaucoup fait de la place à l'intérieur de la forêt, mais ici il n'y avait rien. Je crois que pour Oui. compléter la question, c'était si les arbres qui ont été abattus, est-ce qu'ils ont été réemployés sur le bâtiment en bardage, par exemple? Alors je l'ai demandé, mais je ne suis pas sûr du résultat. Ça a été très largement souhaité, mais après je n'ai pas suivi. C'était très impressionnant ces engins qui sont venus dans la forêt parce que ils arrachent un arbre en 2 secondes, ils le débitent et puis il s'en va. C'est d'énormes engins très impressionnants, mais je ne peux pas vous garantir la suite. J'ai eu tort, j'aurais dû essayer. Je le sais maintenant. Oui. Oui, bonjour. Je m'adresse plus particulièrement à vous. Jacques Blanchard, donc coopérative ICO. Est-ce qu'il y aura un suivi du biotope, enfin, en particulier de la faune? Est-ce que quelque chose est prévu qui soit régulier et qui, évidemment, qui prenne en compte l'impact de la fréquentation, comme un peu ce qui se passe, même si ça n'a pas beaucoup de rapport, mais avec au centre de la bibliothèque Mitterrand à Paris. Est-ce que quelque chose est prévu de ce type-là pour voir ce qui se passe, et aussi sur les plans aquatiques, parce qu'il y a les arbres, mais il y a toute la partie aquatique. Merci. Alors, pour la partie aquatique, elle vit sa vie, personne n'y a touché, et elle suit sa vie. Pour la question que vous avez posée sur Biotope, Biotope avait une mission qui a été très importante au tout début. Malheureusement, je crois que la mission de Biotope est interrompue, et j'aimerais bien que Biotope revienne et nous dise un peu ce qu'il en pense. On a suivi tous les conseils de Biotope. Quand on nous a dit à certains endroits, il y a quelques végétaux rares à protéger, etc., on a, dès le début du sentier, mis une sorte de clôture autour pour dire n'y allez pas, n'y touchez pas. Alors on a respecté tout ce que Biotope nous indiquait, mais je crois que la mission de Biotope est actuellement finie. Ce serait très intéressant qu'il revienne, qu'il nous fasse un rapport et qu'il nous explique un peu ce qu'il en est. Ce serait très intéressant. Alors ce sera une question posée à Monsieur le maire tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc on posera la question à Monsieur le maire tout à l'heure pour savoir effectivement s'il y a un suivi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Je suis le maire d'une petite commune à une trentaine de kilomètres d'ici, et donc nous essayons en effet de nous engager également dans le cadre des projets que vous évoquez ce matin. Toutefois, Monsieur Madec, tout à l'heure vous êtes intervenu pour nous dire qu'il y avait une différence entre frugalité et sobriété. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur cette distinction entre les deux? Ça me permettrait peut-être en effet d'apporter des arguments pour convaincre le conseil municipal d'adhérer éventuellement à cette charte. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le maire, de me poser cette question. En fait, quand vous regardez les définitions de la frugalité, de la sobriété, on va dire jusqu'au XXe siècle, les notions de mesure et de modération sont communes à l'idée de sobriété et de frugalité. Et puis, à partir du XXe siècle, la sobriété et la frugalité commencent à avoir une relation non plus simplement à l'individu et à sa santé, mais à avoir une dimension sociale, publique, politique. Et on voit, enfin, je ne sais pas si vous avez lu Ivan Illich, par exemple. Donc Ivan Illich parle de sobriété dans les années 70 et d'importance de la sobriété. Les négawatts au début des années 2000 parlent de sobriété énergétique, sont les premiers à poser cette question-là. Et le mouvement des colibris de Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse. Et au moment où nous avons, donc en 2018,
presque 20 ans après la position des négawatts et des colibris, nous avons choisi le terme de frugalité. Nous l'avons fait parce que, en fait, le monde politique s'était emparé, et on le voit à quel point c'est vrai aujourd'hui, le monde politique et économique s'était emparé du mot sobriété. Et on n'était plus dans la sobriété d'Ivan Illich ou de Pierre Rabhi ou même des négawatts. La sobriété telle qu'elle est aujourd'hui portée par le monde politique et économique, c'est une injonction. Il faut moins consommer d'énergie et de carbone. Voilà. Et pour nous, une injonction ne peut pas être un projet d'avenir. On ne peut pas réenchanter le monde alors que c'est notre travail d'aujourd'hui quand même, de faire en sorte que le monde qu'on hérite du XXe siècle, on le répare, on le réhabite, enfin, on lui redonne un sens d'avenir. Je pense qu'on ne peut pas construire un discours d'avenir sur une injonction qui est une réduction, une restriction. Et donc on a choisi frugalité parce que la frugalité n'est pas juste une injonction monomaniaque ou sur l'énergie ou sur le carbone. La frugalité est quelque chose de beaucoup plus large et qui engage à la fois le politique, le culturel, le social. Bien sûr, l'énergétique en fait partie, mais ne caractérise pas la frugalité. La frugalité vient du latin frux frugis, qui veut dire le fruit. Frugal, c'est la récolte du fruit, et la récolte du fruit est fructueuse, c'est les mêmes origines, quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Et pour arriver à une récolte frugale, juste, il est important qu'il y ait une justesse. Et cette justesse, elle se joue dans tous les contextes. Il n'y a pas une frugalité, j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des groupes au Maroc, en Belgique, à Taïwan, où vous imaginez bien que la frugalité en Belgique n'est pas la même frugalité qu'au Maroc, et que toute notre manière de penser la relation juste à la nature se rejoue dans chaque contexte, dans chaque situation. Et c'est ce qui fait la richesse de la frugalité. C'est que nous nous nourrissons de l'abondance des situations et de l'abondance des différences. Et il nous semble que arrêter d'avoir une posture générique sur voilà, il faut faire comme ça. Vous comprenez, il faut faire, il faut moins consommer, ce n'est pas une façon très maligne de rendre compte de la diversité des mondes, quoi. Allez dire ça dans des cités, ce n'est pas comme de le dire à la campagne. Allez dire ça à des gens qui ont de l'argent et d'autres qui n'en ont pas, ça n'a pas de sens. Alors que la frugalité, qui se rejoue contexte par contexte, est riche de la diversité des contextes. Et voilà pourquoi la frugalité n'est pas la sobriété et qu'on préfère miser sur une valeur positive, qui est la récolte, que sur une valeur négative, qui est l'injonction. Patrick Livenet, je suis adjoint à l'urbanisme à la mairie de Saint-Georges-de-Léron. Ma question porte sur l'engagement numéro 15. Je précise que nous sommes en phase de redéfinition de notre PLU. Alors, donner une valeur juridique au récit et au projet dans le cadre des SCOT et des PLU. Est-ce que vous pourriez, première chose, définir un petit peu plus précisément ce que vous dites et est-ce que vous avez des exemples à nous donner de PLU de localité? Alors, sur les PLU, je ne saurais pas vous le dire, mais peut-être que tu pourras prendre le relais. Mais en fait, dans le mouvement de la frugalité heureuse et créative, il y a 5700 architectes qui ont signé, mais pas que. Il y a des agents territoriaux qui ont signé, y compris des architectes urbanistes de l'État qui travaillent dans les services de l'État. Et parmi ceux-là, un du Finistère, qui est un des auteurs du petit livre que tu nous as montré tout à l'heure, comme une frugale, La révolution du ménagement. Et il y a un passage qui lui est dû et qui est d'une clarté infinie. Relisez les premiers articles du Code de l'urbanisme et vous verrez à quel point vous avez tous les outils, déjà. Et qu'il suffit d'avoir envie d'appliquer tout ce qui est en fait déjà dans la loi et peut-être demander aux services de l'État de vous accompagner pour les mettre aussi en œuvre, quoi. Si vous voulez, tout à l'heure, on peut se mettre autour du livre et je vous relis le passage. Enfin, voilà. Donc, vous avez aujourd'hui tous les outils pour ça. Sauf que parfois, on oublie, on va dire, dans la façon dont
finalement l'action publique parfois se délite ou prend des habitudes de laisser aller que même l'État, contre lequel même les représentants d'État ne vont pas, quoi. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour ça. La question du récit, parce que en fait, le 15e va avec la question du récit territorial. On connaît plein de communes qui ont absolument écrit leurs récits territoriaux liés à leur engagement en matière d'éco-responsabilité et de développement durable, de frugalité. Et il est important de faire en sorte que ces récits-là soient partagés avec vos citoyens. Nous, on aime beaucoup la notion de commune parce qu'on pense que c'est la bonne échelle pour que ces actions-là trouvent leur expression. Finalement, c'est la plus petite dimension politique, hein, la commune, mais elle n'a pas d'échelle. Je dis toute plus petite, mais c'est faux, quoi. La commune est à la fois grande et petite. Elle peut être rurale ou elle peut être urbaine, elle peut être littorale ou elle peut être de montagne, mais elle représente toujours la possibilité, simplement par le fait qu'on vive dans cette dimension-là, d'avoir un impact sur son propre environnement. Et donc le partage des objectifs, le partage des récits, coécrire le récit avec une population est un outil indispensable d'évolution et d'engagement que l'on peut après écrire simplement dans les textes. Mais il faut revenir, c'est le L101.1, je pense, vous revenez à ces articles-là et vous avez tout ce qu'il faut déjà, vous les avez en main. Il faut avoir envie. Déjà couramment, l'engagement numéro 6 et également, qui porte donc le 6, je rappelle, sur le foncier, dissociation du foncier et du bâti, en travaillant avec le foncier solidaire, c'est ce que nous faisons, c'est un exemple. Et établir le point 10, établir une altitude minimum pour les constructions neuves en zone littorale, nous le faisons effectivement aussi de plus en plus. Et on est condamné à le faire. Mais oui, mais je suis ravi que ces actions-là prennent corps. Parce qu'il faut arrêter de donner envie aux gens de dépenser leur fortune dans des sites qui vont disparaître, quoi. Il y a une espèce d'éthique dans cette histoire qui fait qu'il faut arrêter ça, quoi. Et après, il faut que l'État s'engage à faire des petites choses quand même, hein. Je me suis retrouvé, pour parler du livre, on va dire en haut du Pays Basque et en bas des Landes, devant une dizaine d'élus qui sont venus simplement parce qu'on était dans une librairie pour parler de communes frugales. Et vous aviez les élus du littoral et les élus de l'arrière-pays. Et les élus de l'arrière-pays disaient à ceux du littoral, arrêtez de nous envoyer vos citoyens, quoi. On peut plus les accueillir, quoi. Donc il y a ceux qui quittent le littoral parce que l'élévation du niveau de la mer s'opère. Il y a ceux qui quittent le littoral parce que finalement l'été c'est invivable, le littoral. Et donc tout le monde se retrouve dans l'arrière-pays qui n'est pas préparé pour ça. Et donc le faut-il encore construire, on le voit bien, le faut-il encore construire se rejoue territoire par territoire. Mais il faut se poser cette question-là chaque fois, quoi. Et, enfin bref, tout ça est une mécanique qui est à l'œuvre aujourd'hui, hein. Et que les communes prennent des décisions comme celle que vous prenez, c'est indispensable. Parce que si les communes ne font pas ça, finalement, c'est encore les notaires et les agences immobilières qui vont faire l'aménagement du territoire. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Du coup, vraiment, enfin, vous savez, ce petit livre Commune frugale, Cyril Dion nous avait demandé d'écrire un livre sur la ville frugale. Et on ne voulait pas rentrer dans l'opposition urbain-rurale, enfin, qui me semble imbécile. Le territoire est beaucoup plus riche que l'opposition urbain-rurale. Et on a choisi commune parce que justement, ça nous permettait de parler à toutes les échelles et à toutes les situations, toutes les situations qui existent sur le territoire. Et à l'heure actuelle, les colibris sont revenus vers nous parce que les colibris viennent de relancer une nouvelle action justement sur la question communale et sur les engagements. Donc ils sortent, eux étaient dans les écolieux, et ils passent à la dimension communale. Et nous, on est venu du grand territoire et on est arrivé à la dimension communale parce qu'on est persuadé que c'est là que se joue une grande partie de l'avenir de l'aménagement du territoire, si vous voulez, pour nous du ménagement du territoire.
Oui, bonjour, Emeline Poulain, architecte, ici sur le territoire Charente-Maritime. J'avais une question pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je suis aussi signataire aux premières heures du manifeste Frugalité. Je suis bien d'accord sur l'importance de ce triptyque maître d'œuvre, maître d'ouvrage, artisan. Et je me demandais, vous qui intervenez sur des territoires très, très larges et très différents, comment vous faites dans votre gestion de projet et après de chantier pour garantir que les équipes qui vont réaliser les travaux vont avoir... déjà, comment est-ce que vous arrivez à trouver rapidement, à comprendre ce qui fait le savoir-faire local, puisque ça fait partie de l'essence de cette frugalité, et aussi comment vous arrivez à insuffler dès le départ au niveau des projets et en phase de démarrage de chantier cet esprit-là, quoi. Vous arrivez à transmettre ce qui fait l'essence du projet. Mais merci pour cette question, mais je ne voudrais pas être le seul à parler. En fait, tout à l'heure, je disais que une des grandes joies de la frugalité, c'est qu'on travaille avec les contextes. Et quand on arrive quelque part, quand on est invité quelque part, on fait chaque fois des découvertes qui nous changent, même notre façon de faire de l'architecture. Les ressources locales, les ressources physiques locales, elles sont là. Et aller les chercher, c'est la première chose qu'on fait quand on commence le travail, nous. Quelles sont les ressources disponibles. Et une fois qu'on a trouvé les ressources naturelles disponibles, on sait qu'il y a toujours la ressource humaine disponible pour la mettre en œuvre. Enfin, bien que le béton ait à peu près occupé tout le monde, il y a encore des artisans qui savent être des vrais maçons, des vrais charpentiers. Enfin, vraiment, on a partout ça sur le territoire. Et donc, quand on vient ici, je découvre la pierre d'Avy, que je n'avais jamais mis en œuvre, qui est d'une couleur et d'une matérialité qui n'a rien à voir avec le granit de ma Bretagne natale. Et je sais que quand je fais une architecture en Bretagne avec le granit, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas la même présence, elle est très très différente. Donc voilà, on commence par chercher la ressource locale, et puisque vous êtes une glaneuse, comme on dit pour les signataires du manifeste, le mouvement fait une cartographie nationale des ressources locales. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça, voire de nourrir cette cartographie qui fait que quand on arrive quelque part, il y a déjà un travail qui est un travail partagé, parce que le mouvement est dans le partage et pas dans la compète, quoi. Ça change beaucoup la relation. Et une fois qu'on a fait ça, et que l'on sait que la ressource est présente, on fait le projet. Et après, on passe le projet aux entreprises. Je dois vous dire, je travaille très rarement avec une entreprise générale. Surtout pas pour ce type de projet, où on sait bien qu'il faut absolument trouver ici l'artisan qui connaît son territoire. Je pense que vous savez tous que dans les marchés publics, on ne peut pas dire « je veux la pierre de Jonzac ». Vous êtes obligé de rajouter « ou similaire ». Et alors, quand vous dites ça à une entreprise générale, elle va vous trouver un similaire qui vient de Chine ou de Portugal, quoi. Regardez bien, elle est similaire, quoi. Alors que quand vous travaillez avec des entreprises locales qui sont vraiment inscrites dans l'économie locale, on n'a jamais eu de soucis avec les entreprises locales quand on leur dit on veut cette pierre-là. Je ne peux pas l'exiger, mais oui, mais en même temps, on les cherche, hein, et on les trouve. Et en fait, quand elles sont là, elles font avec les ressources de leur territoire. Donc oui, on n'a pas ce souci-là. On n'a pas ce souci-là. Bon, je vais juste rajouter une chose. Je partage le même territoire breton et la même recherche du granit, et que l'on trouve le plus localement possible. Et on évite le granit du Portugal et encore plus le granit de Chine. Quand ta mère vient nous chercher pour un lieu précis, toujours on essaye de voir bien plus large. On ne s'intéresse pas qu'au lieu précis pour lequel on est venu nous chercher, mais on s'intéresse à la commune et au territoire communal et au territoire d'ensemble, quelle est son histoire et où est-ce qu'on s'installe. On ne regarde pas que vous allez aménager telle parcelle. On
regarde toutes les parcelles autour, bien entendu. Ça prend un peu du temps, mais ça nous semble complètement indispensable. Je vais compléter parce que je l'ai fait une fois parce que c'était un très gros chantier de pierre. Quand vous arrivez à un gros chantier où vous vous dites que vous n'avez pas réussi à maîtriser les histoires, parce que tout ça va devenir des questions d'argent, ça ne va pas être aussi simple que ça, même si c'est toujours des questions d'argent. Là, c'était dans la commune de Dinan, dans les Côtes d'Armor, ou en Ille-et-Vilaine, Dinan. C'est Côtes d'Armor, ouais. On avait un très très grand chantier de pavage, de dallage en granit. Bien sûr, comme on a des carrières de granit qui sont juste à côté, on voulait que ça vienne de ces carrières-là. Sauf qu'on était sûr que le ou similaire allait vachement bien marcher dans cette histoire. Et donc, j'ai recommandé à la maîtrise d'ouvrage d'acheter la pierre par un marché d'approvisionnement. Et donc, la matière a été achetée par le maître d'ouvrage. Or, le marché d'approvisionnement vous libère totalement du ou similaire. Vous dites, je veux une pierre de Languédias, et les gens vous fournissent la pierre de Languédias. Et donc, pour ce chantier-là, où l'entreprise, donc la maîtrise d'ouvrage, par le marché d'approvisionnement, a acheté que du granit breton, ça n'est pas un carrier qui a répondu, parce qu'il n'avait pas finalement de la quantité, ce sont 3 carriers qui se sont associés pour y répondre. Donc, c'est que du bénéfice à tout point de vue, quoi. Donc voilà, marché d'approvisionnement très intéressant. Pour les matériaux, par contre, favoriser la main-d'œuvre locale n'est pas plus autorisé par le Code des marchés publics. Moi, j'ai été confronté des fois sur des concours où on nous invite au moment du concours à nous dire vous privilégierez les entreprises locales et les artisans locaux. Et au final, se retrouver avec une entreprise qui venait de Barcelone ou d'ailleurs, qu'on ne pouvait absolument pas écarter. Donc, on n'est pas aidé, j'allais dire, sur ce point de vue-là, au niveau de la loi. Si on s'y tient, on ne peut pas faire ce choix-là. Bah, enfin, tu es architecte, c'est ça non, parce que j'ai le tu qui est assez facile. Mais, quand on travaille ici à Montendre, tu ne vas pas voir arriver un Barcelonais hein, si tu es encore d'état séparé. La Rochelle, en l'occurrence, mais encore plus loin. Oui, mais après, ça dépend de la taille du projet aussi. Mais non, c'est... Non, enfin bref, je peux comprendre que tu aies eu ce souci-là, mais je ne sais pas pourquoi ça ne nous arrive pas. Alors juste, je vais réenchaîner parce que c'est une des autres contraintes auxquelles on est confronté. C'est un peu différent, on parlait tout à l'heure de privilégier la réhabilitation. Construire moins, peut-être pas ne plus construire du tout, mais privilégier ce qui existe déjà, ce qui a le mérite d'être déjà là. Moi je suis sur Saintes, je suis donc à faire énormément de réhabilitation, je dirais aujourd'hui près de 80% pour le coup en réhabilitation par rapport au neuf. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'au niveau des incitations de l'État, on soit incité à faire de la réhabilitation. Puisqu'aujourd'hui, on n'a même plus, si vous voulez, le taux réduit de TVA qui s'appliquait. Ça marche pour de la rénovation légère, mais quand vous êtes sur de la réhabilitation lourde où le corps de ferme se transforme en logement, vous n'avez même plus l'incitation du taux de TVA pour vous y inviter. Donc c'est vrai qu'on est confronté assez souvent à des gens qui se disent « j'ai moins cher à raser finalement ce tas de cailloux » et à faire une construction neuve en parpaing que de réutiliser la ruine qui est sur mon terrain. Et ça, on est quand même énormément confronté à ça et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de politique publique d'incitation à la réhabilitation. Je suis d'accord avec toi. On va dire en France. En France. J'étais à Bruxelles il y a 3 jours pour l'anniversaire de la première année du réseau Alliance Rénolution. Donc Rénolution, c'est la révolution de la rénovation. Les Belges sont assez doués pour faire ça parce que ça se dit même en anglais. Enfin, c'est parce qu'après, flamand, pas flamand, il faut trouver des mots qui marchent dans toutes les langues. Non, justement pas. C'est une alliance d'une trentaine d'organismes, y compris 4 ministères, des associations privées, et Rénolution, c'est ce qui finance toute la réhabilitation, toute la rénovation à Bruxelles. Donc c'est très clairement lié à un engagement politique. Et sans cette...
Et donc voilà, ils partent sur 200 000 bâtiments là qu'ils vont réhabiliter. Voilà. Enfin, tout est comme ça. Donc oui, on n'a pas ici chez nous l'élan qui amène à ce qui est le grand travail de ce siècle-ci. Même si Philippe Pelletier, là, qui est le grand patron de bâtiments durables en France, là, il dit les 50 dernières années, on a rééquipé la France, les 50 à venir, on va la réhabiliter. Il le dit, il le répète, il a raison. Hein. Enfin, on le voit bien dans nos agences, on nous demande beaucoup de réhabiliter aujourd'hui. Hein. Et donc, il le dit, il n'est pas entendu. Mais moi, je voudrais répondre à monsieur l'adjoint de Saint-Georges, que ce soit pour l'engagement 15, donc dans les SCOT ou les PLU, vous avez un document qui s'appelle le PADD, et c'est là où vous pouvez mentionner votre récit. Et moi, je connais aucun PADD où passe projet d'aménagement stratégique pour les SCOT qui ont été annulés parce qu'il y avait un récit dedans. Donc c'est vraiment dans ces deux documents-là, aussi bien pour le PLU que pour le SCOT, que vous pouvez écrire vos objectifs et votre récit. Et ça passe bien. Là où il faut faire attention, pour ne pas se faire annuler des documents d'urbanisme, et je sais qu'à Oléron, c'est quand même une pratique assez courante, c'est sur la justification. Donc c'est un autre document, et c'est là où les urbanistes peuvent vous aider évidemment à justifier votre récit et vos objectifs et vos orientations de frugalité. Voilà. Alors pour vous donner des exemples, celui que je connais le moins mal, c'est le SCOT du Sud Ardèche, je crois. Il est mentionné comme ça. Voilà. Alors c'est un premier pas. Hein. Je dirais, il y a encore plein de choses à compléter, mais on est là aussi pour vous aider à compléter. Mais vraiment, le récit, il peut se rentrer dans les documents d'urbanisme. Faut y travailler, hein. C'est pas un copier-coller comme ça, et c'est par rapport à tout le discours que le manifeste de la frugalité peut intégrer. Donc ça veut dire qu'il faut se poser quand même quelques questions. Et puis la dernière chose, c'est quand vous faites la belle salle du Chai, vous participez quand même aussi à la frugalité, parce que c'est de la réutilisation aussi de bâtiments, c'est une multifonctionnalité. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aussi traduire après dans vos projets communaux et intercommunaux. Si, Pascal Poupineau, urbaniste. Ah d'accord. Non, mais vous étiez... Pas que urbaniste. Pas que urbaniste. Ben oui, tu représentes les urbanistes. Ah oui, je l'avais dit tout à l'heure, mais oui, c'était moi qui voilà. Mais j'étais aussi en vacances à Oléron au mois de juillet dernier. Du coup, je vais... Puisqu'on parle de Saint-Georges, mais c'est vrai qu'en Charente-Maritime, on a quand même beaucoup de problèmes. Ici, on est au sud, mais c'est vrai que dans la zone littorale, on est confronté à des gros problèmes, puisque dans certaines de nos communes, on est à plus de 70% de résidences secondaires. Donc quand on parle de frugalité, des fois, on est un petit peu, c'est dur aussi pour nous. Hein. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse absolument tous nos projets. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple parce qu'on est confronté, quand vous parlez de réhabilitation, on est confronté aussi à des coûts de construction qui sont beaucoup plus importants que si on fait du programme neuf. C'était ce que disait un petit peu l'architecte derrière. Et il faut vraiment qu'on fasse évoluer les programmes. Et les programmes on a du mal aussi à convaincre les porteurs de projets de nous proposer des solutions frugales, bioénergétiques, etc. C'est vraiment compliqué. Et donc, mais on va peut-être y arriver. Simplement, je voudrais dire quand même que nous allons réécrire, alors là, je prends ma casquette département,
Et nous allons réécrire notre PDH dans peu de temps. Nous avons donc la compétence logement n'est pas une compétence obligatoire du département, mais nous aidons à la construction de logements sociaux parce que nous sommes un territoire attractif. Et malheureusement, il faut qu'on construise parce qu'il y a des gens qui attendent des logements derrière et que nous allons, ce que on n'avait jamais fait, nous allons faire des aides à la réhabilitation. Vous avez tout à fait raison. L'ADEME, en décembre 2019, a rendu publique une étude comparative entre la destruction-reconstruction et la réhabilitation. Et le résultat de cette étude de l'ADEME va à l'encontre de tous les poncifs habituels. Le résultat est que réhabiliter coûte moins cher, va plus vite, utilise moins d'énergie et pollue moins que la démolition-reconstruction. Parce qu'en logement social, par exemple, donc j'ai une autre casquette, c'est celle de présidente d'Habitat 17. En logement social, on essaye de réhabiliter. Et on essaye de faire, de réinvestir les centres-villes, de réinvestir les centres-bourgs pour faire de la mixité sociale. En plus, moi, ça me paraît, je suis tout à fait d'accord pour signer les manifestes et tout, parce que c'est important de remettre les personnes, au lieu d'aller, ce qu'on a fait à certaines époques, d'aller les mettre à l'extérieur des villes, bien en ghetto, voilà. Mais réhabiliter un immeuble, et bon, il y a certains élus qui sont là qui le savent aussi, réhabiliter un immeuble en centre-bourg ou en centre-ville, c'est beaucoup plus cher en coût de construction et en coût de mètre carré d'immeuble. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on retrouve, vous me dites ça, je vais regarder tout et je suis ravie qu'on puisse, mais justement on va essayer de voir si on peut vraiment avoir des coûts moins chers en réhab. En fait, c'est où mettez-vous l'argent? Quand vous réhabilitez, vous mettez où l'argent? La seule façon aujourd'hui d'investir face à l'évolution du climat et ce que l'on sait du climat, c'est d'investir sur l'enveloppe. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Sur l'isolation, c'est le plus important, quoi. Il faut absolument faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de réhabiliter dans 5 ans parce que ce sera insupportable à vivre. Aujourd'hui, l'investissement ne doit être que sur le clos et le couvert. Le reste, finalement, le second œuvre, mais ça, c'est peanuts, quoi. Il ne faut pas s'investir sur le second œuvre ou le moins possible et prendre du réemploi. En fait, il faut aussi changer les modèles que l'on a derrière les investissements que l'on fait. Et franchement, la question du logement, qui est une question majeure, et vous avez raison de vous en préoccuper comme vous le faites, mais franchement, ça demande de repenser le besoin. Et le besoin d'aujourd'hui, c'est pour faire en sorte, comme le disait Edith tout à l'heure, d'arrêter de faire des projets obsolètes, arrêter de payer pour des choses qui vont être obsolètes demain, quoi. Donc l'argent, on le met sur ce qui fait en sorte que nos réalisations vont être encore vivables en 2050. Moi, je voulais en profiter pour changer un peu de sujet. C'est la place de l'arbre. Je pense que la France, en France, par rapport à l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, on est très, très en retard. Les Français n'aiment pas les arbres. Et si je voulais dire quelque chose, c'était, s'il y a des maires dans la place, dans la salle, essayez de défendre les arbres. Parce que planter des arbres, on en a vraiment besoin, c'est facile, c'est peu coûteux. Et si les Français n'aiment pas les arbres, il faut faire évoluer cette situation. Là, je trouve trop dangereux. Moi, j'ai des projets, on me demande d'enlever les 2/3 des arbres. C'est pas possible. Excusez-moi, j'ai une question. Benoît Caillot, économiste. On parle de frugalité des bâtiments. Et est-ce que dans votre manifeste, vous abordez aussi la frugalité des usages ? Je sais que la région Nouvelle-Aquitaine est friande des tiers-lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux, avec justement la multiplication des usages dans un seul et même bâtiment. Est-ce que, dans le cadre du manifeste, c'est des choses que vous avez abordées ou des bâtiments, on sait que beaucoup de bâtiments ont un usage et une utilisation qui est dans le temps parfois peu utilisé, ou par des bâtiments publics aussi qui sont utilisés peu de fois. Est-ce que ça fait aussi partie de votre réflexion sur la frugalité des usages et la possibilité d'avoir des multiples activités dans
dans les bâtiments et comment faire justement pour que tout le monde puisse en profiter et utiliser correctement les bâtiments au mieux. Oui, enfin, tous les enjeux liés au foisonnement des usages, ce qu'on appelle la chronotopie, hein, c'est comment la question du temps peut nous aider à mieux gérer l'espace. Ça fait partie de ce que nous abordons évidemment, puisque on sait bien qu'on est dans un espace fini et qu'on ne va pas l'élargir, et que les usages dans cet espace fini et la durée des usages sont... Donc l'intégration du temps pour penser l'espace fini est absolument indispensable, et ça fait partie des postures que évidemment nous avons. Après le livre sur la commune frugale, on en commence un autre sur l'économie de la frugalité. Les questions que vous posez, on les voit bien, elles sont au cœur du sujet d'aujourd'hui, et on a envie d'éclairer finalement les postures justes par rapport à l'investissement, mais pas que par rapport à l'investissement. Et oui, et dans l'économie de la frugalité, l'usage est au cœur, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on ne valorise pas suffisamment les gens qui font la maintenance. Hein, il y a l'usage, évidemment, mais tout ne se résout pas dans l'usage. L'entretien des bâtiments, l'entretien tout court, devrait être valorisé bien au-delà de ce que c'est aujourd'hui. Celui qui fait l'entretien, c'est comme si c'était le dernier des artisans, quoi. Mais c'est faux. Quand on fait un bâtiment qui s'engage comme celui-ci, il faut l'artisan qui fait la maintenance, mais qui est une sorte de héros, quoi, pour tenir ça jusqu'au bout. Je suis allé visiter un de mes projets entre Nîmes et Montpellier il y a 15 jours. Il y avait une salle de conférence avec un puits canadien. Le puits canadien, ils ne l'ont pas entretenu. Conclusion, j'arrive dans la salle de conférence, il y avait 2 split systems. C'était quand même plus facile de mettre de la clim plutôt que d'entretenir un puits canadien. Parce qu'ils n'avaient pas la personne qui était formée ou qui était valorisée pour entretenir le puits canadien. Donc oui, l'usage, évidemment, l'entretien des bâtiments. Enfin, intégrer la question du temps et de la durée, c'est indispensable pour s'en sortir. Et je pense que même dans le travail que fait l'économiste, que l'on fait en tant que concepteur, entre maîtres d'œuvre, intégrer cette dimension-là est indispensable aujourd'hui. Hein. C'est presque une des clés des choix des systèmes et des matériaux. Je souhaite intervenir suite à l'intervention de M. Paulet. Je vais lui faire très plaisir. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis le maire d'une petite commune la plus au sud de la Charente-Maritime. Eh bien, hier soir, justement, nous allons signer bientôt une convention pour un conservatoire des essences fruitières anciennes. 3 hectares qui vont être consacrés donc à cet espace sous le principe de l'agroforesterie. Donc, nous allons replanter 3 hectares qui sont actuellement nus et qui vont être complètement replantés, complantés d'essences locales et d'essences fruitières. Et nous, dans notre commune, enfin en tout cas moi personnellement, j'essaie dans la mesure du possible de reboiser, car malheureusement nous sommes confrontés, ça a été évoqué je crois tout à l'heure, ce sont les coupes rases. On en voit partout, des coupes blanches. C'est dramatique. En plus de la monoculture, comme vous faisiez remarquer tout à l'heure, qui tue plus ou moins la biodiversité, nous sommes confrontés en plus donc à ces coupes rases. Et donc je pense que nous, collectivités territoriales, mairies, quand nous avons la chance d'être très riches en foncier, puisque nous avons une quarantaine d'hectares en propriété propre au niveau de la commune, je pense qu'il est important en effet que nous nous engagions pour replanter les arbres. Donc je vous remercie de votre intervention et vous voyez que finalement, nous avons déjà devancé votre conseil. Bravo. Bravo, monsieur le maire, et vous me faites effectivement très plaisir. Les coupes rases sont souvent faites par des particuliers, et c'est là qu'est souvent la difficulté, c'est comment maîtriser ou inciter ces particuliers à ne plus pratiquer les coupes rases. J'étais récemment dans Massif Central, il y avait des plantations d'épicéas à perte de vue partout, avec des coupes rases, et c'était très déprimant. Alors, je suis Valérie Parrington, architecte Veraligne Architecture et programmiste environnemental. Je viens de Normandie où la question du retrait du trait de côte est important. Et je voulais vous poser la question, je suis signataire aussi de la frugalité heureuse et j'aimerais avoir vos conseils en fait à emmener, voir du côté de la Normandie, avoir ces réponses à ces questions. Qu'est-ce qu'on fait
au niveau de l'aménagement, ou qu'est-ce qu'on ne fait plus justement en se positionnant en frugalité heureuse, qu'est-ce qu'on peut faire encore ou qu'est-ce qu'on arrête de faire ou qu'est-ce qu'on doit... Je ne peux pas dire grand-chose pour la Normandie en particulier, mais il faut construire les nouvelles routes très en retrait, les nouveaux équipements vraiment en retrait. Malheureusement, les résidences secondaires qui pullulent, les gens veulent toujours être au plus près de la mer, et c'est très difficile parce que ce sont des communes privées. Mais effectivement, il faut construire le public très en retrait, parce que les falaises reculent, parce que les points bas sont envahis par l'eau, etc. Et c'est de pire en pire. L'eau, la mer commence avant la mer, avant la côte, et les rivières sont finalement des signaux pour tout ça. En Normandie, j'ai fait l'écoquartier des Noé à Val-de-Reuil. Et cet écoquartier, au bord de l'Eure, est inondable. On a conçu le projet de telle manière de ne jamais dire à l'Eure tu ne viendras pas. On sait bien, l'élévation du niveau de la mer n'est pas un risque, hein, c'est une réalité. Ça n'est pas peut-être que ça arrivera. C'est là, ça monte, ça monte, ça monte. Et on sait bien qu'avec les pluies que l'on a aujourd'hui, les débordements des rivières, elles sont là. Donc à Val-de-Reuil, on a vraiment conçu l'ensemble du projet de telle manière que l'eau puisse venir. Il y a une phrase de Bertolt Brecht que j'adore, qui est « On parle toujours de la violence du fleuve et jamais de la violence des berges qui l'enserrent ». Et donc il faut qu'on arrête, nous, d'avoir des positions violentes par rapport aux éléments de la nature. On va dire ça, c'est des situations simples. Les situations complexes, elles existent, et je m'occupe d'une commune de la Martinique qui s'appelle Le Prêcheur, qui est une commune au nord de la Martinique, la commune la plus au nord côté Caraïbes. Donc quand vous êtes là-bas, vous êtes dans un endroit absolument beau, vous êtes face à la mer et au plus beau coucher de la Terre, de soleil de la Terre. Sauf qu'on déplace 50% de la population. Parce qu'entre l'élévation du niveau de la mer, les houles cycloniques, les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les pluies ardentes, les liquéfactions des sols et les lares, il ne leur manque plus que les avalanches. Oui, je sais que je devrais arrêter de dire ça, même si je le fais toujours, parce que ça fait rire, mais on déplace la moitié de cette population avec un travail au plus proche de cette population. Ça fait longtemps que le travail est à l'œuvre et on va dire il n'y a plus de déni collectif sur la nécessité de du déplacement. Le déni collectif terminé. D'une certaine manière, je pense que nous ici, qui sommes des bâtisseurs d'une certaine façon, entre des élus et des maîtrises d'œuvre, on ne doute plus de la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Sauf qu'après, la difficulté est dans l'action qui suit ça. Donc, aux prêcheurs, plus de déni collectif, encore quelques dénis individuels. Mais tout le travail qui est fait a créé un projet donc, stratégique sur l'ensemble de la commune, sur comment déplacer les populations et où, avec les accords de tout le monde. Et quelque chose qui est, à mon avis, un sujet que les communes qui sont face à un risque devraient avoir, concevoir un quartier refuge, et dans le quartier refuge, concevoir une école refuge capable d'accepter 1000 personnes pendant 15 jours en autonomie totale. Ce sont les sujets d'aujourd'hui, ceux-là, hein, et il faut y répondre, puisque ça fait partie de notre engagement. On n'est pas là pour être malheureux, quoi. On est là pour se préparer aussi au fait qu'il va y avoir des difficultés, et que ce siècle est un siècle de difficultés. Donc oui, il y a des postures. Je sais que j'ai une amie, Anne Solange-Muy, qui est géographe, qui fait aussi le même travail à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que toutes les communes du littoral ont été prévenues par l'État hein, sur les enjeux qui sont... il faut regarder ça avec sérieux, quoi. Je n'ai pas les solutions pour tout, vous avez bien compris ce qu'on dit depuis le début. Chaque lieu porte sa propre solution. Mais en même temps... Ce qui est une posture, me semble-t-il, que l'on peut garder tous ensemble, c'est que déplacer une population ne se fait pas sans l'accord de la population et donc sans son engagement. Voilà. Je vois bien dans les jardins, il y a des îlots refuges. Les jardins sont un peu la préfiguration de ce qu'il assure.
Moi, je vais aux sources de la Loue. Aux sources de la Loue, il y a des îlots refuges régulièrement parce qu'on sait qu'il va y avoir des inondations. Alors pourquoi pas avoir des îlots refuges? Je pense qu'il faut anticiper. Enfin, à nos élus des côtes, effectivement, c'est de leur dire vous avez un projet là, est-ce bien raisonnable, quoi. Vous savez, moi-même, j'ai une maison au bord de la mer, quasiment dans l'eau. Oh. Lundi, j'achète une nouvelle maison. Et j'ai aucune difficulté à vendre la précédente, parce que tout le monde va se jeter dessus. Elle est au bord de l'eau, elle est très belle, voilà, elle attire du monde. Il n'y a pas de préemption, du tout, du tout. J'ai 2 voisins qui sont inondés régulièrement. Moi, je m'en vais, personne ne comprend, mais je m'en vais. Et les gens vont vous dire tout de suite. Mais il faut s'éloigner de l'eau, il faut commencer à construire ailleurs, un petit peu en retrait. Ah oui, mais il n'y a aucune préemption, ça je peux vous l'assurer. Dans le rapport du GIEC est très clair, hein, c'était 17 cm au XXe siècle, c'est au minimum 70 cm ce siècle-ci, mais ça, parfois c'est 90. Et là, vous avez une espèce de flèche en pointillé là, dans tous les rapports du GIEC qui montrent comme ça. Ils n'ont jamais dessiné cette ligne-là, et c'est au cas où les 2 pôles fondent ensemble, et là, incertitude totale. Bon, je pense que merci pour la qualité des échanges, mais nous allons peut-être aller nous nourrir physiquement après cette nourriture spirituelle. Je voulais citer, parce qu'ils n'ont pas été cités. Ah, d'accord. D'accord. Alors, il y a une autre question. Pardon. C'est une question d'une personne qui est sur Zoom. Pour intéresser les personnes à la nature, ici dans ce parc, est-il nécessaire d'en faire un usage de loisir et dans le cas présent, la mise en place des labyrinthes et le numérique associé? Et elle précise que ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste un questionnement. Oui, la question c'est, pour intéresser les personnes à la nature dans ce parc, est-il nécessaire d'en faire un usage de loisir? Je ne sais pas, il faut que la nature soit un plaisir avant tout. Loisir, je ne sais pas, mais plaisir, oui. Il faut aller dans la nature, il faut la connaître, et il n'y a que le plaisir qui incite à y venir. Si les gens viennent pour jouer ici avec des tablettes, ils traversent la nature et ils y prennent contact, et j'espère goût. Il faut passer par là. Donc oui, on me fait signe que le... Oui. Oui. C'est bon. Donc je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on sorte pour déjeuner. Je vous remercie pour la qualité de ces échanges. Dans les personnes qui ont été citées, qui n'ont pas été citées, il y a l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le programmiste qui était premier acte à Poitiers. Donc je voudrais les citer. Voilà. Et puis je voudrais remercier donc l'équipe technique qui nous... Je voudrais remercier l'association Phare qui a filmé et qui nous a permis ces échanges en visio et qui ont enregistré donc toute la séance qui sera sur le site du CAUE. Merci. Et bon appétit. Cet après-midi, donc on poursuit. On vous sollicite de nouveau pour les visites. Et donc les groupes sont notés dans les pages qui vous ont été remises à votre arrivée. Puis ceux qui ne se sont pas émergés, faites-le. À 14h, le rendez-vous pour les départs sur les 3 points de visite.